Je n'aurais jamais cru que la trahison pouvait avoir le visage de l'homme avec qui je partageais mon café depuis 40 ans. On dit souvent que l'amour rend aveugle, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est l'habitude qui nous aveugle, c'est le confort. Ce matin-là, mon mari Antoine m'a souri comme il le faisait quand nous étions jeunes mariés, mais ses yeux ne riaient pas. Ils étaient froids calculateurs. Il pensait que j'étais juste une vieille femme inoffensive, une épouse docile, qui monterait dans cette voiture sans poser de questions. Mais il avait oublié un détail. Il avait oublié qu'avant d'être sa femme, j'avais été quelqu'un d'autre. Et il ne savait pas que dans ma poche serrée contre ma hanche, je tenais déjà la preuve qui allait faire basculer notre vie, bien rangée dans le cauchemar. Une simple feuille de papier froissée qui hurlait la vérité. C'était un matin de novembre, un de ces matins gris et piquants, où le froid semble vouloir mordre jusqu'aux os. J'étais dans mon jardin, ou du moins ce qu'il en restait avant l'hiver. Mes bottes en caoutchouc s'enfonçaient légèrement dans la terre humide, pendant que je m'occupais de mes rosiers. J'avais mon sécateur à la main, un vieil outil aux manches en bois poli par les Anéens. Je coupais les branches mortes. Cric-crac. Le bruit était sec, satisfaisant. Mon jardinier Pierre m'avait toujours dit que pour sauver un arbre, il fallait parfois savoir sacrifier les branches malades. Il faut couper court, disait-il, même si cela semble cruel sur le moment. C'est la seule façon de permettre à la sève de repartir au printemps. Je regardais mes mains ridées, manipuler les épines avec précaution. Je me sentais un peu comme ces rosiers fatigués prêtes pour l'hiver, attendant juste un peu de repos. C'est à ce moment-là que la baie vitrée du salon s'est ouverte avec fracas. Antoine est sorti sur la terrasse. Il portait son beau costume bleu marine, celui qu'il réservait d'habitude pour les grandes réunions, avec son notaire ou les banquets du Rotary Club. Il avait les bras grands ouverts et un sourire immense, presque trop large pour son visage. « Élise, ma chérie, laisse ce jardin tranquille une minute !» cria-t-il depuis les marches. Je me suis redressée doucement, une main sur mes reins douloureux. Il est descendu vers moi, d'un pas rapide, trop énergique, pour un homme de son âge qui se plaignait habituellement de ses genoux, dès que le temps virait à la pluie. « Qu'est-ce qui t'arrive, Antoine ?» demandai-je en retirant mes gants de jardinage. Il m'a pris les mains, ignorant la terre qui les souillait encore. Il transpirait. Je voyais de petites perles de sueur briller sur son front, juste à la racine de ses cheveux gris, alors qu'il ne faisait pas plus de 5 degrés dehors. « Prépare tes valises, ma belle !» lança-t-il avec une excitation fébrile. « Je nous emmène à Paris. Maintenant. Tout de suite. Une seconde lune de miel, juste toi et moi. J'ai tout réservé. L'hôtel, le restaurant, tout. Je l'ai fixée interdite. » Antoine détestait Paris. Il passait son temps à critiquer les embouteillages, la pollution, le bruit, les touristes et le prix du café. Il n'y avait pas mis les pieds depuis 10 ans. Et là, sur un coup de tête, en plein mois de novembre, il voulait nous y emmener. « Mais enfin, Antoine, c'est insensé !» répondis-je doucement. « Mes rosiers ne sont pas finis. Et je n'ai rien préparé. Pourquoi cette précipitation ?» Son sourire a vacillé une fraction de seconde, juste assez pour que je voie une crispation dans sa mâchoire. « Ah, pour te faire plaisir, voyons. » insista-t-il en me serrant les mains un peu trop fort. « On mérite bien ça, non, après toutes ces années. Allez, ne discute pas. La voiture sera là dans 1 heure. 1 heure, Élise. » Il m'a embrassée sur le front. Un baiser rapide, humide. Et il est reparti vers la maison presque en courant. Je suis restée plantée là au milieu de mon jardin silencieux. Le vent froid soulevait mes cheveux. Et pourtant, j'avais une sensation de brûlure à l'estomac. Ce n'était pas de la joie. C'était de l'inquiétude. Une petite voix, celle que j'avais fait taire depuis des années, pour avoir la paix, me chuchotait que quelque chose ne tournait pas rond.
Je suis rentrée pour faire ma valise. Dans notre chambre, l'atmosphère était lourde. Antoine s'agitait dans le couloir passant des coups de fil à voix basse, raccrochant brusquement dès que je m'approchais. J'ai ouvert mon armoire et j'ai sorti ma petite valise en cuir. J'y ai déposé quelques pulls, une robe de soirée, que je n'avais pas mise depuis le mariage de ma nièce, et mes trousses de toilette. En passant devant le grand miroir de l'armoire, je me suis arrêtée. L'image qui me regardait était celle d'une femme de 65 ans, aux cheveux blancs, sagement coiffés, vêtue d'un gilet en laine beige. Je paraissais fragile, vulnérable. Je me suis demandé si c'était ce qu'Antoine voyait. Une vieille chose qu'on peut déplacer comme un meuble. Une femme qui ne pose pas de questions, parce qu'elle a peur de la réponse. « Moi, Élise, la voiture est là !» hurla sa voix depuis le rez-de-chaussée. J'ai sursauté. Déjà, j'ai fermé ma valise. Mon cœur battait la chamade à un rythme désagréable et irrégulier. J'ai pris mon sac à main, j'ai vérifié que j'avais mes lunettes, et je suis descendue. Antoine m'attendait dans l'entrée, son manteau déjà boutonné. Il a saisi ma valise avec une hâte suspecte. « Allez, allez, on va être en retard !» grommela-t-il en ouvrant la porte d'entrée. Dehors, une berline noire était stationnée dans l'allée de gravier. Ce n'était pas le taxi habituel de Monsieur Martin, celui qui nous conduisait parfois à la gare. C'était une voiture sombre, vitres teintées, sans aucune enseigne lumineuse sur le toit. Le chauffeur était appuyé contre le capot. Un homme massif, le crâne rasé, vêtu d'un blouson en cuir noir trop serré. Il ne ressemblait pas à un chauffeur. Il ressemblait à un videur de boîte de nuit ou pire à un voyou. Il n'a pas souri. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste écrasé sa cigarette sous sa botte en nous voyant arriver et a ouvert la portière arrière sans un mot. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je ne voulais pas monter dans cette voiture. Je marchais lentement sur le gravier retardant l'échéance. Antoine était déjà près du coffre discutant avec le chauffeur. C'est alors que j'ai vu Pierre, mon jardinier. Pierre travaillait pour nous depuis 20 ans. C'était un homme taiseux, robuste, avec des mains immenses et un visage buriné par le soleil. Il était près du massif de rosiers, juste à côté de l'alléa où je devais passer. Alors que j'arrivais à sa hauteur, il a fait un pas brusque vers moi. « Madame Élise, attention !» dit-il d'une voix forte. Je me suis arrêtée surprise. Il s'est agenouillé devant moi comme pour vérifier quelque chose sur mon manteau. « Votre sangle de sac. Elle va lâcher, laissez-moi arranger ça. » dit-il fort pour que les deux hommes près de la voiture l'entendent. Antoine a levé la tête agacé. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? On est pressé. » « Une seconde, monsieur, madame va perdre ses affaires, » répondit Pierre sans se démonter. Il faisait semblant de tripoter la boucle de mon sac à main, mais ses yeux d'un bleu délavé se sont plantés dans les miens avec une intensité terrifiante. Il n'avait jamais osé me regarder ainsi. C'était un regard d'urgence absolue. Il s'est penché vers mon oreille et d'un souffle à peine audible, il a murmuré. « Ne montez pas, la voiture ne va pas à l'aéroport. » Mon sang s'est glacé. Avant que je puisse réagir, il a pris ma main droite et y a fourré une boule de papier froissé, refermant mes doigts dessus avec force. « Quoi ?» balbutiai-je. Il s'est relevé me tournant le dos pour faire écran entre moi et la voiture. « Regardez !» siffla-t-il entre ses dents. « Dans votre main. » C'était dans la poubelle du bureau de monsieur. J'ai baissé les yeux vers ma main. J'ai déplié le papier discrètement caché par le corps large de Pierre. C'était un document déchiré, reconstitué, avec du ruban adhésif taché de marques de café. C'était une reconnaissance de dette. Une somme astronomique, 200 000 €, due à un cercle de jeux privés dont je n'avais jamais entendu parler. La date limite de paiement était aujourd'hui. Le monde a tangué. Antoine ne m'emmenait pas en voyage. Il me livrait. Ou pire, mon assurance vie, la maison. Tout s'est connecté dans mon esprit avec une clarté brutale. Sa sueur, sa hâte, ce chauffeur.
qui ressemblait à un tueur. Pierre m'a saisi par le bras, me faisant mal. « Courez à la cabane à outils !» chuchota-t-il férocement. « Maintenant, par derrière les tuyas. Je vais bloquer la voiture. »« Eh, qu'est-ce que vous fabriquez là-bas ?» La voix d'Antoine tonna. Il avançait vers nous, le visage rouge de colère. Le chauffeur avait fait un pas en avant menaçant. Je devais bouger. Je devais mentir. Pour la première fois de ma vie, je devais jouer la comédie pour sauver ma peau. Je me suis tournée vers Antoine, le cœur au bord des lèvres, serrant le papier maudit dans mon poing. J'ai pris mon air le plus confus, le plus vieille dame tête en l'air. « Oh mon Dieu !» m'écriai-je en portant la main à ma bouche. « Antoine, mon passeport, je l'ai laissé sur la commode. » Antoine s'est figé. « Quoi, mais tu as dit que tu l'avais. Je suis sûre de l'avoir posé. » Oh, quel désastre, j'en ai pour une seconde. Sans attendre sa réponse, j'ai fait demi-tour. J'ai marché vite vers la porte d'entrée, sentant leur regard brûler mon dos. Je n'ai pas couru tout de suite. Il fallait que j'aie l'air naturel jusqu'au coin de la maison. Dès que j'ai passé l'angle du mur de pierre, hors de leur vue, j'ai lâché mon sac à main sur le perron pour faire croire que j'étais entrée. Et au lieu d'ouvrir la porte, j'ai piqué un sprint vers l'arrière du jardin, vers la haie de tuyas qui menait à l'abri de jardin. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court, mais la peur me donnait des ailes que je ne soupçonnais pas. J'ai atteint l'abri de jardin à bout de souffle, mes poumons brûlants, comme si j'avais avalé du verre pilé. C'était un vieux bâtiment en planches de chêne, l'antre de pierre. Un endroit où je n'allais jamais car cela sentait trop fort le mazout et la terre humide. Pierre m'a rejointe quelques secondes plus tard, fermant le lourd verrou de fer derrière lui, dans un claquement sourd. Il ne m'a rien dit. Il m'a simplement poussé doucement vers le fond de la cabane, là où le bois disjoint laissait passer quelques raies de lumière grise. « Regardez, Madame Élise, » chuchota-t-il. « Regardez ce qu'ils sortent du coffre. » J'ai collé mon œil à une fente dans le bois. De là, j'avais une vue plongeante sur l'allée de Gravia et sur la berline noire. Antoine faisait les 100 pas devant le perron, consultant sa montre nerveusement. Il a fini par hurler quelque chose en direction de la maison, probablement mon prénom. Mais le vent emportait sa voix. C'est alors que le chauffeur a ouvert le coffre arrière. Mon cœur a raté un battement. Il n'y avait pas de place pour des valises là-dedans. L'intérieur était aménagé avec des tiroirs métalliques et des équipements que je reconnaissais pour les avoir vus à l'hôpital quand ma mère était en fin de vie. Le chauffeur a sorti une plaque magnétique qu'il a collée sur la portière latérale. Ce n'était pas un taxi. C'était une ambulance privée. Une ambulance banalisée, le genre qu'on utilise pour les transports psychiatriques discrets. Un deuxième homme est sorti du côté passager. Je ne l'avais pas vu, il devait être caché par les vitres teintées. Il tenait à la main quelque chose de large, fait de toile épaisse et de lanières de cuir. C'est une camisole. Ai-je soufflé la gorge nouée par la terreur. « Ils ne sont pas là pour vous emmener à Paris, madame, » répondit Pierre d'une voix grave, posant une main lourde sur mon épaule pour me soutenir. « Ils sont là pour vous faire interner. De force. » J'ai vu Antoine faire un signe de tête aux deux hommes. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée de la maison. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie, venait de donner le feu vert à deux inconnus pour me ligoter et me jeter dans une cellule capitonnée. La colère a soudain remplacé la peur. Une colère froide liquide qui a envahi mes veines. « Oh, il faut qu'on sorte d'ici », dis-je en me reculant de la paroi. « S'ils ne me trouvent pas dans la maison, ils vont fouiller le jardin. Ils viendront ici. » Pierre a secoué la tête. « On ne peut pas passer par le portail, le chauffeur monte la garde. Mais il y a le vieux passage, celui qui servait pour le vin du temps de votre beau-père. Il a déplacé un tas de vieux sacs d'engrais dans le coin sombre de la cabane. Sous les sacs, il y avait une trappe en bois vermoulu. Il l'a soulevée avec un grognement d'effort. Une odeur de salpêtre et de moisissure
est remonté à mes narines. Ça débouche derrière la cave à vin sous l'escalier de service, expliqua-t-il. De là, on peut remonter directement dans le bureau de monsieur, sans être vu depuis l'entrée principale. Je n'ai pas hésité. J'ai descendu l'échelle en fer rouillé, salissant mon gilet beige, ruinant ma coiffure, mais je m'en moquais. Nous avons avancé dans le tunnel bas de plafond courbé en deux. Pierre m'éclairait avec une petite lampe de poche. Je pensais à toutes les fois où Antoine m'avait dit que j'étais trop vieille pour l'aventure, trop fragile pour le changement. S'il pouvait me voir maintenant rampant dans un tunnel humide pour sauver ma vie. Nous sommes ressortis 10 minutes plus tard dans la maison, par la petite porte dérobée de la bibliothèque, celle qui se confondait avec les boiseries. La maison était silencieuse, mais j'entendais les voix d'Antoine et des infirmiers résonner à l'étage dans ma chambre. Ils me cherchaient là-haut. « Vite le coffre !» murmurai-je en me précipitant vers le grand tableau de chasse qui ornait le mur du bureau d'Antoine. Je savais qu'il cachait un coffre-fort derrière. Je l'avais toujours su, mais je n'avais jamais osé y toucher. Pierre est resté à la porte pour faire le guet. J'ai décroché le tableau lourd et j'ai révélé le pavé numérique en acier brossé. « Vous connaissez le code ?» demanda Pierre inquiet. Antoine changeait le code tous les ans. Il pensait être malin. Il pensait être discret. J'ai fermé les yeux une seconde. Je me suis souvenu des factures de fleuristes que j'avais trouvées l'an dernier, des dîners d'affaires, qui finissaient tard. Il y avait une date qui revenait tout le temps, le 24 juin, l'anniversaire de sa jeune assistante Valérie. Mes doigts tremblaient à peine quand j'ai tapé 2406. Un déclic mécanique a résonné sec comme un coup de feu dans le silence du bureau. La porte du coffre s'est entr'ouverte. Bingo! Lâchai-je avec un dégoût profond. J'ai plongé la main à l'intérieur. Pas d'argent liquide, ou très peu, mais 2 enveloppes épaisses. J'ai ouvert la première. C'étaient des billets d'avion. Un aller simple pour Rio de Janeiro. 2 passagers, Antoine Delorme et Valérie Dumont. Départ ce soir à 23h. « Le salaud !» gronda Pierre depuis la porte. Il part avec elle. J'ai ouvert la deuxième enveloppe. C'était un dossier médical. Mon dossier médical. En tête le nom du docteur Lefebvre, notre médecin de famille, le parrain de notre fils. Je lisais les lignes sans vouloir y croire. Diagnostic démence sénile agressive. Dangerosité avérée pour elle-même et son entourage. Nécessité d'un internement immédiat et définitif. La signature de Lefebvre était là au bas de la page authentique. Ils avaient tout prévu. Antoine allait me faire enfermer sous un faux prétexte, me déclarer incapable de prendre le contrôle de mes biens grâce à la tutelle et s'envoler pour le Brésil avec sa maîtresse en utilisant mon argent. C'était un meurtre social. Propre, net, sans bavure. J'ai serré les documents contre ma poitrine. Les larmes me montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de rage. Une rage pure, incandescente. « Il arrive !» souffla soudain Pierre. Je me suis figée. Le plancher du couloir craquait. Des pas lourds, rapides se rapprochaient. Ce n'étaient pas les pas feutrés des infirmiers. C'était le pas autoritaire d'Antoine. Il revenait vers son bureau. J'ai regardé la porte du coffre encore grande ouverte. J'ai regardé le tableau posé par terre. Il n'y avait pas le temps de tout remettre en place. Nous étions piégés. La poignée en laiton de la porte du bureau a commencé à tourner lentement, très lentement. La poignée de la porte a fini de tourner. Dans un réflexe désespéré, Pierre m'a tiré brutalement derrière les lourds rideaux de velours bordeaux qui encadrèrent la fenêtre donnant sur le parc. Nous nous sommes plaqués contre le mur froid, retenant notre souffle. Juste avant de se glisser à mes côtés, Pierre avait eu la présence d'esprit de repousser le cadre de chasse devant le coffre ouvert. Il pendait un peu de travers, mais dans la pénombre du bureau, cela pouvait passer inaperçu pour un œil distrait. Antoine est entré comme une furie.
J'entendais son souffle court saccadé. Il a marché jusqu'au milieu de la pièce, tournant sur lui-même. À travers l'interstice des rideaux, je le voyais. Il était rouge écarlate. Il a frappé du poing sur son bureau en chaîne. « Bon sang, où est-ce qu'elle s'est fourrée ?» hurla-t-il seul dans la pièce. Il s'est dirigé vers le bar Globe Terrestre dans le coin. J'ai entendu le tintement du cristal contre le cristal. Il s'est versé une rasade de cognac, qu'il a avalée d'un trait puis une deuxième. Il tremblait. Il a passé une main nerveuse dans ses cheveux. Puis il s'est précipité vers la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse. Il l'a ouverte à la volée et est sorti en criant mon nom vers le jardin, convaincu que je me cachais derrière un buisson comme un animal traqué. Dès qu'il a été dehors, Pierre s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés par l'urgence. « Madame Élise, c'est le moment !» chuchota-t-il précipitamment. « Je vais chercher ma camionnette. On file à la gendarmerie. Avec les papiers que vous avez, ils vont l'arrêter. J'ai regardé ce fidèle ami, cet homme simple, qui était prêt à tout risquer pour moi. Mais quelque chose en moi avait changé. La peur, cette peur glaciale qui m'avait paralysée 10 minutes plus tôt, s'était évaporée. À la place, je sentais une détermination dure, tranchante, comme le sécateur que j'avais laissé sur la pelouse. J'ai secoué la tête lentement. « Non, Pierre, pas de gendarmerie. Mais il veut vous faire interner. C'est criminel. » J'ai posé ma main sur son avant-bras pour le calmer. « Si on va à la police, ça prendra des mois. » expliquai-je d'une voix basse mais ferme. « Il y aura une enquête. Les voisins sauront. Le club de bridge saura. Tout le village parlera de la pauvre Élise dont le mari a voulu se débarrasser. Antoine aura le temps de nier de cacher l'argent, de détruire sa maîtresse ou de la faire disparaître. Il salira mon nom pour se défendre. Non, je me suis redressée, lissant les plis de mon gilet. Je pensais à mon père, un homme de la terre, un viticulteur qui ne laissait jamais personne marcher sur ses plates-bandes. Mon père me disait toujours, pour sauver la vigne, on ne chasse pas le parasite. On l'enterre sous les pierres de vigne et on le laisse nourrir la terre. Pierre m'a regardé interloqué par la froideur de mon ton. Je ne pars pas, Pierre, je reste. Vous restez ici avec lui. Oui, il veut me faire passer pour folle. Très bien, je vais lui donner ce qu'il veut, mais pas comme il l'imagine. C'est lui qui va perdre la tête. J'ai vu une lueur de respect et peut-être un peu de crainte s'allumer dans les yeux du jardinier. Il a compris. Il a hoché la tête, un seul mouvement bref et loyal. « Allez vous cacher », lui ordonnai-je doucement. « Laissez-moi faire. » Pierre a glissé vers la sortie, dérobé, disparaissant dans l'ombre comme un fantôme. Je suis restée seule. J'ai pris une grande inspiration pour calmer les battements de mon cœur. Puis, je suis sortie de derrière les rideaux. Je suis allée m'asseoir dans mon fauteuil préféré, celui près de la cheminée éteinte, un grand fauteuil Voltaire, en tapisserie jaune. J'ai croisé les mains sur mes genoux, j'ai incliné légèrement la tête et j'ai attendu. J'ai composé sur mon visage un masque de sérénité absolue, un vide apaisé. 1 minute plus tard, Antoine est rentré du jardin, les chaussures pleines de boue, laissant des traces sur le tapis perçant. Il était hors de lui. Quand il m'a vue assise là, paisible, il s'est figé net, la bouche ouverte. « Élise !» bafouilla-t-il comme s'il voyait une apparition. « Mais où étais-tu » J'ai cherché partout. Je l'ai regardé avec des yeux ronds, innocents, presque enfantins. « Mais enfin, mon chéri, pourquoi cries-tu » demandai-je d'une voix douce un peu traînante. J'étais au petit coin. J'avais une envie pressante avant le voyage. Je t'ai entendu hurler, tu m'as fait peur. Il a cligné des yeux déstabilisés. Son scénario s'effondrait. Il s'attendait à me trouver en fuite, ou en pleurs, ou hystérique, pas calmement assise dans mon fauteuil. « Oh, aux toilettes !» répéta-t-il bêtement. « Mais tu as dit que tu avais oublié ton passeport. Tu es parti en courant. » J'ai froncé les sourcils mimant une confusion légère.
En courant, moi. À mon âge, Antoine, tu es drôle. Je suis allée chercher mon passeport et j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. C'est tout. Pourquoi es-tu si agite? Tu es tout rouge. » Il est resté bouche bée. Il cherchait une faille, un mensonge, mais ma tranquillité le désarmait. Il a jeté un coup d'œil vers la fenêtre, vers l'allée, où l'ambulance attendait. La voiture. Commença-t-il. Le chauffeur. Il ne pouvait pas attendre. Il est parti. Oh, quel dommage! Soupirai-je sans me lever. Et notre voyage à Paris? Annulé! Aboya-t-il, la frustration reprenant le dessus. Enfin reporté. Puisque madame prend son temps aux toilettes pendant que le taxi tourne, il a mis la main dans la poche de son veston pour prendre son mouchoir et s'éponger le front. Dans son geste brusque, quelque chose est tombé de sa poche et a roulé sur le tapis jusqu'à mes pieds. C'était une petite fiole en verre brun sans étiquette, remplie d'un liquide transparent. Mon regard s'est posé dessus. Le sien aussi. Il s'est précipité pour la ramasser avec une rapidité suspecte, la fourrant au fond de sa poche. « C'est quoi ça, Antoine ?» demandai-je innocemment. « Rien !» claqua-t-il. « Mes gouttes pour les yeux. J'ai les yeux secs. Je savais ce que c'était. J'avais lu des articles. C'était probablement un puissant hallucinogène ou un sédatif lourd. C'était ce qu'il comptait me donner dans la voiture, pour que j'arrive à l'asile dans un état second bavant et incohérente, justifiant ainsi le diagnostic du docteur Lefebvre. Il avait tout l'arsenal du parfait empoisonneur dans sa poche. Il s'est détourné pour cacher son trouble. Il a sorti son téléphone portable. « Je dois appeler l'agence de voyage », grommela-t-il. Il s'est éloigné vers le couloir, mais je l'ai entendu. Il ne parlait pas à une agence. Sa voix était basse, sifflante. « Oui, c'est raté pour aujourd'hui. Elle est calme, je ne comprends pas. Non, ne venez pas maintenant, les voisins sont dehors. Revenez mardi, même heure. Oui, mardi matin. Préparez la dose double. » Il a raccroché et est revenu vers moi affichant un sourire forcé qui ressemblait à une grimace. « Oh, bon, on partira mardi, ma chérie. Ça nous laisse 2 jours pour bien nous préparer. » J'ai souri en retour. Un sourire de vieille dame inoffensive. Mardi, c'est parfait, Antoine. Il est sorti du bureau pour aller se changer, épuisé par son propre stress. Dès que la porte s'est refermée, mon sourire s'est effacé. J'ai regardé vers la bibliothèque, où Pierre devait écouter derrière la cloison. « Tu as entendu, Pierre ?» murmurai-je pour moi-même, sachant qu'il était là. Nous avons 48 heures. 48 heures pour le briser en 1000 morceaux. Le dîner a été servi à 20 heures précises dans la grande salle à manger. L'atmosphère était si lourde qu'on aurait pu la couper avec un couteau à viande. Nous étions assis l'un en face de l'autre, aux 2 extrémités de la longue table en acajou, séparés par 2 chandeliers en argent, et un silence glacial. La femme de ménage Solange avait apporté le rôti de veau avant de se retirer discrètement à la cuisine. Antoine, mon mari, était nerveux. Il triturait sa serviette, ses yeux fuyants, parcourant la pièce comme s'il cherchait une issue de secours. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis l'épisode du bureau. Il devait ruminer son plan pour mardi repenser aux doses à l'horaire de l'ambulance. Il ne se doutait pas que le plan avait changé de camp. « Un peu de vin », proposai-je d'une voix parfaitement égale, brisant le silence. Il a sursauté puis a tendu son verre machinalement. « Oui, sers-moi. » J'ai pris la carafe en cristal posée près de moi. Le liquide pourpre chatoyait à la lueur des bougies. Antoine pensait boire son Bordeaux préféré, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Il ignorait que Pierre, mon fidèle jardinier, s'était glissé à l'office juste avant le service. Il avait échangé le contenu des carafes. Dans mon verre, je me suis versé de l'eau pure. Dans le verre d'Antoine, j'ai versé le vin que Pierre avait soigneusement corsé avec la moitié de la fiole trouvée dans la poche de mon mari. À nous, Antoine.
Un autre voyage de mardi, dis-je en levant mon verre d'eau. Il a grogné une réponse inintelligible et a vidé son verre de vin d'une traite comme un homme qui a besoin de courage. J'ai observé sa pomme d'Adam monter et descendre. Le piège s'était refermé. Nous avons commencé à manger. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise rythmait nos coups de fourchette. 5 minutes ont passé, puis 10. J'ai vu Antoine desserrer le nœud de sa cravate. Son front commençait à luire. La drogue, celle-là même qu'il destinait à l'épouse des Mantes, agissait vite. J'ai posé mes couverts. J'ai planté mon regard dans le sien et j'ai commencé à parler. « Oh, tu sais Antoine, j'ai réfléchi à ce que tu as dit pour les rosiers. C'est vrai qu'ils ont besoin d'être taillés sévèrement cette année. » Ma voix était claire, distincte. Il a hoché la tête distraitement, essuyant sa bouche. Puis, sans changer d'expression, sans arrêter de bouger les lèvres, j'ai coupé le son. J'articulais des phrases entières, exagérant un peu les mouvements de ma bouche, mais aucun bruit ne sortait de ma gorge. Je mimais une conversation animée, passionnée même. Antoine a froncé les sourcils. Il s'est penché en avant, tendant l'oreille. « Quoi, qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il irrité. J'ai continué mon manège silencieux, bougeant les lèvres, avec insistance, hochant la tête, souriant, puis reprenant mon faux discours muet. « Bon sang, Élise !» aboya-t-il en tapant du plat de la main sur la table. « Arrête de chuchoter, je n'entends rien. » J'ai arrêté de bouger les lèvres. J'ai pris un air affolé, sincèrement inquiet. « Mais je ne chuchote pas, mon chéri !» répondis-je, cette fois en criant presque d'une voix stridente. « Je hurle !»« Tu ne m'entends vraiment pas ?» Il a reculé sur sa chaise, les yeux écarquillés. Il s'est frotté les oreilles frénétiquement. « Mais tu bougeais les lèvres. Je... » bégaya-t-il. « Antoine, je crois que tu as un problème. » insistai-je doucement. « Tu es tout rouge. Tu transpires. Tu te sens bien. » Il a passé une main tremblante sur son visage. « Il fait une chaleur étouffante ici, non ? Pourquoi as-tu monté le chauffage ? » « Le chauffage est éteint, Antoine. Il fait 19 degrés. » Il a fermé les yeux pris de vertige. La pièce devait commencer à tourner autour de lui. C'était le moment. J'ai profité de cet instant de cécité pour tendre le bras. J'ai attrapé la salière en argent et le poivrier qui était devant lui, et je les ai cachés sous ma serviette. Puis j'ai pris le vase de fleurs qui était au centre, et je l'ai déplacé tout au bord de la table, en équilibre précaire. Quand il a rouvert les yeux, il a cligné plusieurs fois. Il a regardé la nappe blanche devant lui. Vide. Où sont passés le sel et le poivre ? Murmura-t-il la voix pâteuse. De quoi parles-tu ? Demandai-je en coupant tranquillement ma viande. Ils sont à la cuisine, voyons. Tu as demandé à Solange de ne pas les mettre ce soir à cause de ta tension. Tu as oublié. J'ai oublié, mais je les ai vus, ils étaient là. Il a regardé le vase. Il a eu un mouvement de recul. Et ce vase, il va tomber qu'il a mis là. Le vase est au centre de la table, Antoine. Calme-toi. Il a regardé le vase qui était objectivement au bord du gouffre. Puis il m'a regardé, moi qui affirmais avec aplomb le contraire. La panique commençait à dévorer sa raison. Il ne savait plus ce qui était réel. La drogue brouillait ses sens, et mes mensonges brouillaient son esprit. Soudain, il s'est figé. Son regard s'est fixé sur la porte ouverte du couloir sombre qui menait à l'entrée. « Il y a quelqu'un » souffla-t-il. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Je savais que Pierre était là. Il portait son grand imperméable gris et un vieux chapeau immobile, dans la pénombre juste assez visible, pour être une menace, juste assez floue, pour ressembler à une hallucination. « Il n'y a personne, Antoine, » dis-je fermement. « Regarde-moi. »« S'il a un homme dans le couloir !» hurla-t-il en se levant, renversant sa chaise avec fracas. Pierre s'est éclipsé en une fraction de seconde, silencieux comme une ombre. Quand Antoine a pointé son doigt tremblant vers le couloir, il n'y avait plus que le vide. Il était là, je l'ai vu.
Il nous regardait. Il était terrifié. Ses pupilles étaient dilatées noires comme de l'encre. Il a attrapé son verre de vin vide et l'a lancé de toutes ses forces contre le mur. Le cristal s'est brisé en 1000 éclats avec un bruit terrible. « Sortez, sortez de chez moi !» éructa-t-il à l'adresse du couloir désert. La porte de la cuisine s'est ouverte brusquement. La bonne Solange est entrée en courant, essuyant ses mains sur son tablier, le visage livide. « Madame, monsieur, que se passe-t-il ? J'ai entendu crier. » Elle a découvert la scène, la chaise renversée, les débris de verre. Et Antoine debout, échevelé, le visage tordu par la rage et la peur, hurlant contre un mur vide. Et moi, assise sagement, portant les mains à mon visage, jouant la comédie des larmes, avec une perfection qui m'a surprise moi-même. « Oh, Solange !» sanglotai-je. « Aidez-moi, monsieur perd la tête. Il voit des gens qui n'existent pas, il casse tout. J'ai si peur. » Solange a regardé son patron avec effroi. Pour elle, la conclusion était évidente. Ce n'était pas moi, la vieille dame fragile. C'était lui, l'homme puissant, qui était en train de sombrer dans la folie. Le lendemain matin, Antoine est descendu à la cuisine comme un zombie. Il traînait les pieds, les yeux cernés de violet, la peau grise. La drogue de la veille n'avait pas fini son travail, et la gueule de bois s'y ajoutait pour former un cocktail détonnant. Il s'est laissé tomber sur sa chaise, se massant les tempes. Je préparais le café. L'arôme fort du Robusta remplissait la pièce. J'ai tourné le dos à mon mari pour verser le liquide noir dans sa tasse préférée. D'un geste rapide et précis, j'ai ajouté une nouvelle dose du flacon, un peu plus forte qu'hier. Il fallait accélérer la chute. Son téléphone a sonné. Une sonnerie stridente qui l'a fait sursauter violemment. Il a regardé l'écran et j'ai vu la panique pure envahir son visage. Il a décroché, se levant pour s'éloigner vers la fenêtre. Oui, sa voix tremblait. Je sais quel jour on est. J'ai fait semblant de beurrer mes tartines, mais je ne perdais pas une miette de la conversation. C'étaient eux, les créanciers, le cercle de jeu. Ils voulaient leur argent, 200 000 €, tout de suite. « Écoutez », cria Antoine perdant son sang-froid, « tout est réglé demain. Demain matin, elle est internée. J'aurai la tutelle et l'accès au compte avant midi. Je vous paierai, laissez-moi juste 24 heures. » J'ai posé le couteau à beurre doucement. Il venait de confirmer son plan de vive voix. Il vendait ma liberté pour payer ses dettes de jeu. Un frisson de dégoût m'a parcouru, mais il a vite laissé place à cette froide détermination qui ne me quittait plus. Il a raccroché et s'est retourné brusquement. Il m'a vu le regarder. « Qu'est-ce que tu as à me fixer comme ça ?» aboya-t-il. J'ai immédiatement changé de visage. J'ai laissé ma bouche s'entr'ouvrir légèrement, mes yeux se voilaient. J'ai pris mon air perdu, celui de la pauvre vieille femme qui ne comprend plus rien au monde qui l'entoure. « Le café est chaud, Antoine, » dis-je d'une voix chevrotante. « Tu as parlé à Julien, notre fils ?» Il a levé les yeux au ciel, exaspéré. Julien n'a pas appelé Élise, c'était le travail. Bois ton thé et tais-toi. Il est venu s'asseoir et a bu une longue gorgée de café. J'ai compté mentalement. 1, 2, 3. Dans une heure, la réalité commencerait à se fissurer de nouveau pour lui. La matinée a été un supplice pour lui, un jeu d'échecs macabre pour moi. Je le suivais partout ou presque. Dès qu'il me regardait, j'étais confuse. Je mélangeais les prénoms, je cherchais des objets imaginaires. Mais dès qu'il tournait la tête, je devenais efficace, rapide. Je déplaçais ses dossiers, je cachais ses clés de voiture. Je laissais traîner des objets incongrus sur son passage. Vers 11 heures, nous étions au salon. Il essayait de lire un journal, mais ses mains tremblaient trop. La drogue montait. J'ai fixé un poing par-dessus son épaule, juste derrière son fauteuil. J'ai écarquillé les yeux, terrifié. J'ai porté la main à ma bouche pour étouffer un cri. « Antoine !» soufflai-je.
Il a levé la tête agressif. « Quoi encore ?»« L'homme. Derrière toi. »« Quel homme ?»« Celui avec le visage en sang. » Il te touche l'épaule. Antoine a bondi de son fauteuil en hurlant, se retournant si vite qu'il a failli perdre l'équilibre. Il a donné des coups de poing dans le vide, balayant l'air autour de lui. « Où ça, où il n'y a personne ? Tu es folle. Tu es complètement folle. » Il haletait, le cœur battant à tout rompre. Il a scruté chaque coin de la pièce, la sueur ruisselant dans son cou. Il commençait à douter. Pas de moi, mais de ses propres yeux. Et si je voyais vraiment quelque chose qu'il ne voyait pas ? Ou pire, et s'il devenait fou lui aussi ? Il s'est précipité vers son bureau pour s'enfermer, cherchant un refuge. C'est là que Pierre avait frappé son grand coup. Sur le sous-main en cuir du bureau, bien en évidence, il y avait une feuille de papier. Antoine s'est figé en la voyant. C'était son écriture. Ces mots. Une lettre d'adieu. Une lettre de suicide. Je n'en peux plus. Les dettes sont trop lourdes. Je demande pardon à Élise. Je vais en finir. Il a attrapé la feuille, les mains tremblantes. Il a lu et relu. Il ne se souvenait pas avoir écrit ça. Avait-il écrit ça pendant la nuit, dans un état second ? Est-ce que son esprit se dissociait ? Non, non, c'est impossible. Il a saisi le téléphone fixe pour appeler son médecin, le docteur Lefebvre. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de comprendre. « Allô, docteur, c'est Antoine. Il m'arrive un truc dingue. J'ai trouvé une lettre. Je crois que je l'ai écrite. » Pendant qu'il composait le numéro et attendait la tonalité, il s'est tourné vers la fenêtre, cherchant un peu d'air. C'est l'instant qu'a choisi Pierre, caché derrière le lourd rideau, pour tendre une main gantée et subtiliser la lettre sur le bureau. Antoine s'est retourné le combiné à l'oreille. « Écoutez, docteur, je l'ai sous les yeux, je vais vous lire. » Il s'est arrêté net. Le bureau était vide. La lettre avait disparu. « Mais elle était là, juste là !» hurla-t-il dans le combiné. Il a commencé à fouiller frénétiquement. Il a soulevé le sous-main, jeté les dossiers par terre, ouvert les tiroirs, renversé la lampe. « Antoine, calmez-vous, que se passe-t-il ?» demandait la voix inquiète du médecin à l'autre bout du fil. « Elle a disparu. La lettre a disparu. Quelqu'un me joue un tour. Ils sont partout. » Il a envoyé valser une pile de livres à travers la pièce. Il hurlait, déchirant l'ordre méticuleux de son sanctuaire. Je suis apparu dans l'encadrement de la porte, attiré par le bruit. Je l'ai regardé dévaster la pièce, les yeux exorbités, l'écume aux lèvres. Il ressemblait à un dément. Un vrai Antoine, demandai-je doucement. Tu cherches tes lunettes ? Il m'a regardé avec une haine pure, mêlée d'une terreur absolue. Il ne savait plus si j'étais sa victime ou son bourreau. Il ne savait plus rien. Il sombrait. La nuit est tombée comme une chape de plomb sur la maison, accompagnée d'un orage violent de ceux qui font trembler les vitres et gémir la charpente. Dehors, le vent hurlait, fouettant les volets, avec une rage qui semblait faire écho à la tempête, sous le crâne de mon mari. C'était la veille de la grande échéance, le mardi tant attendu, où l'ambulance devait revenir. Mais dans cette maison, les rôles s'étaient inversés. Je suis montée m'habiller pour le dîner. J'ai choisi ma robe en velours bleu nuit, celle avec le col montant très digne, très strict. J'ai mis mon collier de perles à double rang. Je me suis parfumée légèrement. Devant le miroir, je ne voyais plus la vieille dame fragile des jours précédents. Je voyais la maîtresse de maison, droite, intouchable, saine d'esprit. Quand je suis redescendue au salon, Antoine était là. Il faisait peine à voir. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. Une barbe grise et sale mangeait ses joues creusées. Sa chemise était ouverte, tachée, et il dégageait une odeur aigre de transpiration et d'alcool rassis. Il sursautait à chaque coup de tonnerre, ses yeux injectés de sang, scannant les coins sombres de la pièce comme une bête traquée. Je me suis avancée vers lui, mes talons claquant doucement sur le parquet. « Antoine !» appelai-je d'une voix posée.
Il a fait un bond de 50 centimètres, se plaquant contre le dossier du canapé. « Ne m'approche pas !» feula-t-il la bave aux lèvres. « Qu'est-ce que tu complotes? Pourquoi tu es habillée comme ça ?» J'ai lissé ma robe avec une calme assurance. « Ouais, c'est le dîner, mon chéri. On s'habille pour le dîner, c'est la règle, non. Tu devrais peut-être aller te rafraîchir. Tu as l'air malade. Peut-être que le docteur Lefebvre devrait passer ce soir finalement. » À la mention du docteur, il a perdu le peu de contrôle qui lui restait. Une lueur meurtrière a traversé son regard trouble. « Moi, tu te fiches de moi !» hurla-t-il en se jetant sur moi la main levée, prête à frapper. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas scié. Car je savais que je n'étais pas seule. Au moment où sa main allait s'abattre, une ombre massive a surgi du couloir menant à la cuisine. Pierre. Il tenait à la main son sécateur de force, celui pour les grosses branches, les lames d'acier brillant à la lueur des éclairs. Il n'a pas fait un geste violent. Il a juste fait claquer les lames une fois. Un bruit sec, métallique, définitif. Antoine s'est figé en plein élan, le bras en l'air. Il a regardé Pierre, puis le sécateur, puis moi. La peur a remplacé la colère. Il a baissé le bras, lentement tremblant de tous ses membres. Je trébuche, c'est tout, bafouilla-t-il en reculant. Le dîner est servi, annonça Pierre d'une voix caverneuse, sans lâcher Antoine du regard. Nous sommes passés à table. Solange, la femme de ménage, avait préparé un poulet rôti. L'odeur était délicieuse, réconfortante, tout le contraire de la tension qui régnait autour de la nappe blanche. Antoine s'est assis lourdement. Il fixait son assiette vide, triturant sa fourchette. Solange est arrivée avec le plat. Le poulet doré fumant trônait au milieu des pommes de terre. Elle l'a posé devant monsieur, pour qu'il le découpe comme le voulait la tradition. Antoine a saisi le couteau à découper. Il a planté la lame dans la volaille. Et là, l'hallucinogène a frappé de plein fouet. Il a poussé un hurlement d'horreur pure, lâchant le couteau qui est tombé avec fracas sur la porcelaine. « Sang du sang, regardez, ça pisse le sang !» cria-t-il en pointant le poulet du doigt. Je regardais le poulet. Il était parfaitement cuit doré, appétissant. Il n'y avait pas une goutte de sang. « Mais enfin, monsieur, il est bien cuit !» osa murmurer Solange terrifiée. « Vous êtes aveugle !» éructa Antoine. « C'est vivant, ça coule partout sur la nappe, sur mes mains. Enlevez ça, enlevez ça. » Dans une crise de démence, il a saisi le grand plat en argent à deux mains et l'a projeté violemment à travers la pièce. Le poulet, les pommes de terre et la sauce ont volé pour s'écraser contre la tapisserie fleurie du mur d'en face, laissant une traînée grasse et grotesque. Solange a crié, portant les mains à sa bouche. Elle nous regardait passant de lui à moi. Elle voyait un homme violent, sale, hurlant des insanités face à un poulet rôti. Et elle me voyait, moi, assise droite, pâle, les mains jointes, une larme unique et parfaite, roulant sur ma joue. « Oh, Antoine !» soupirai-je d'une voix brisée. « Solange, je crois que mon mari ne va pas bien du tout. » Le verdict social était tombé. Les domestiques étaient témoins. Le maître de maison était fou. C'est à cet instant précis que le téléphone portable d'Antoine posé près de son verre renversé a vibré. Un bourdonnement sinistre dans le silence qui a suivi le fracas. Il l'a saisi comme on saisit une bouée de sauvetage. Il a lu le message qui s'affichait. Ses yeux se sont agrandis démesurément. Son visage a viré au gris cendre. Le message disait simplement « On vous regarde. Demain, c'est la date limite. » Ce n'était pas le cercle de jeu. C'était Pierre qui venait d'envoyer ce texte. Depuis un téléphone prépayé, acheté au bureau de tabac, le matin même caché dans sa poche, alors qu'il ramassait les débris de vaisselle. Antoine a laissé tomber le téléphone. Il a regardé la fenêtre noire, persuadé que des hommes de main étaient là dehors sous la pluie, prêts à lui briser les jambes. « Ils sont là, ils sont là !» geignit-il. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise une fois de plus. « Je dois m'enfermer, je dois me protéger !» Il a couru vers l'escalier, manquant de tomber, gravissant les marches,
4 à 4 comme un animal paniqué. Nous avons entendu la porte de sa chambre claquer là-haut, puis le bruit du verrou qu'on tourne, 1 fois, 2 fois. Je suis restée assise un instant, impassible, au milieu du désastre culinaire. « Je suis désolée pour ce gâchis, Solange, » dis-je doucement en me levant. « Vous pouvez disposer. Je vais m'occuper de tout. » Là-haut, dans sa chambre barricadée, je savais ce qu'Antoine faisait. Il ouvrait son armoire à pharmacie. Il avalait des anxiolytiques, des somnifères, n'importe quoi, pour calmer les monstres qui lui dévoraient le cerveau. Il ne savait pas que ces médicaments allaient interagir avec ce que je lui avais donné, amplifiant la confusion, transformant sa nuit en un interminable cauchemar éveillé, dont il ne sortirait pas indemne au matin. Le cabinet du docteur Lefebvre sentait l'encaustique et la respectabilité bourgeoise, une odeur rassurante, qui cachait bien les arrangements sordides qui s'y tramaient. Antoine m'avait traîné jusqu'ici avec une brutalité qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Il m'avait poussé dans le grand fauteuil en cuir face au bureau massif en acajou, tandis qu'il restait debout, agité, incapable de tenir en place. Le contraste entre nous deux était saisissant, presque comique, si la situation n'avait pas été aussi tragique. Moi, j'étais assise le dos bien droit, les mains posées l'une sur l'autre, sur mon sac à main vêtu de mon tailleur bleu marine, impeccable, les cheveux tirés à 4 épingles. Je respirais le calme, la dignité, la raison. Antoine lui ressemblait à une épave. Sa chemise froissée sortait de son pantalon, ses yeux étaient cernés de noir et injectés de sang, et une sueur malsaine perlait sur son front grisâtre. Il avait des tics nerveux grimaçant sans cesse, reniflant, passant la main dans ses cheveux gras. Le docteur Lefebvre, un homme rondouillard aux lunettes dorées, nous regardait par-dessus son dossier. Il semblait mal à l'aise. Ce n'était pas le scénario qu'on lui avait vendu. Il s'attendait à recevoir une vieille femme sénile et un mari éploré. Il avait devant lui une grande dame sereine et un mari qui semblait sortir d'une nuit d'ivresse dans les bas-fonds. Bien Madame Delorme, commença le médecin en se raclant la gorge. Nous allons juste discuter un peu, pour vérifier votre mémoire. Antoine s'inquiète pour vous. J'ai incliné la tête poliment, un léger sourire aux lèvres. Je comprends, docteur. Je suis prête. Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes ? Demanda-t-il, le stylo suspendu au-dessus de sa feuille, prêt à cocher la case des orientations temporelles. Nous sommes mardi, répondis-je d'une voix claire et posée. Le 18 novembre. Il est exactement 14h30. C'est la fête des Audes aujourd'hui, si je ne m'abuse. Le médecin a cligné des yeux. Il a vérifié son calendrier. C'était exact. Très bien. Et qui est le président de la République ? J'ai eu un petit rire léger, charmant. Enfin, docteur, c'est une question piège. Tout le monde connaît son nom. Faut-il aussi que je vous cite le Premier ministre ? J'ai donné les noms sans une hésitation, ajoutant même un commentaire spirituel sur la dernière allocution télévisée. Lefebvre a posé son stylo. Il a regardé Antoine avec un froncement de sourcils interrogateur. « Antoine, » dit le médecin doucement, « votre épouse me semble parfaitement lucide. Ses fonctions cognitives sont intactes. » Antoine a bondi comme si on l'avait brûlé. « Elle joue la comédie », hurla-t-il, sa voix se brisant dans les aigus. « C'est une actrice. Elle vous manipule. Demandez-lui ce qu'elle voit la nuit. Demandez-lui pour l'homme qui saigne. » Le médecin a reculé sa chaise, surpris par la violence du ton. « L'homme qui saigne », répéta Lefebvre. « Oui », éructa Antoine en gesticulant frénétiquement. « Et le poulet qui pisse le sang sur la table. Elle le fait exprès. Elle parle au mur. Elle déplace les objets par la pensée. » J'ai tourné mon visage vers le médecin. J'ai laissé une expression de tristesse infinie envahir mes traits. J'ai soupiré un son long et douloureux. « Je suis désolée que vous voyiez ça, docteur Lefebvre, » murmurai-je avec compassion. « Antoine est
très fatigué en ce moment. Les affaires vont mal. Il a des dettes, une pression terrible. Je crois qu'il projette ses propres angoisses sur moi. Il voit des choses effrayantes partout. Il devient violent. « Oh, c'est faux !» rugit Antoine. « Tu mens, vieille sorcière, tu mens !» Il a contourné le bureau, les poings serrés, le visage tordu, par une rage meurtrière. Lefebvre s'est levé précipitamment pour s'interposer, mais Antoine l'a bousculé. « C'est toi qui as changé le vin ? Je le sais, tu m'as empoisonné. » Il s'est jeté sur moi. J'ai poussé un cri me protégeant le visage. C'était l'agression physique indéniable, devant témoin médical. Le point de non-retour. À cet instant précis, la porte capitonnée qui menait à la salle d'attente voisine s'est ouverte à la volée. Police ne bougeait plus. 2 officiers en uniforme ont surgi dans la pièce, suivis d'un homme grand chauve portant une serviette en cuir sous le bras. C'était Maître Dubois, mon notaire, un homme de loi redouté dans toute la région pour sa rigueur glaciale. Antoine s'est figé ma gorge entre ses mains, les yeux exorbités. Les policiers l'ont saisi par les bras et l'ont plaqué contre la bibliothèque vitrée avec fracas. « Lâchez-la tout de suite !» ordonna l'un des policiers. Antoine haletait, maintenu fermement, le visage écrasé contre la vitre. Maître Dubois s'est avancé calmement vers le bureau du docteur Lefebvre, qui était devenu blanc comme un linge. Le notaire a posé 2 documents sur le sous-main, avec la précision d'un couperet qui tombe. « Docteur Lefebvre », dit Dubois d'une voix sépulcrale. « Voici un relevé bancaire montrant un virement de 50 000 €, effectué hier depuis un compte offshore vers le vôtre. L'émetteur est une société écran appartenant à Monsieur Antoine Delorme. Nous appelons cela une tentative de corruption et de séquestration arbitraire. » Lefebvre a tremblé, s'effondrant dans son fauteuil, incapable de parler. Dubois a ensuite pointé le 2e document. « Et ceci, messieurs, est un rapport de toxicologie effectué ce matin même par un laboratoire indépendant sur un échantillon de cheveux de Monsieur Delorme, prélevé sur son peigne par le personnel de maison. Il révèle la présence massive de psychotropes et d'hallucinogènes à haute dose dans son organisme. » Le notaire s'est tourné vers moi, puis vers Antoine qui se débattait comme un diable. Monsieur Delorme n'est pas en état de signer une mise sous tutelle. En revanche, au vu de son comportement violent, de ses hallucinations et de la présence de drogue dure dans son sang, il représente un danger immédiat pour lui-même et pour autrui. Antoine se débattait, l'écume aux lèvres. « C'est elle !» hurlait-il en me fixant avec une haine démente. « C'est elle qui m'a drogué, regardez-la !» Elle rit. Je sais qu'elle rit. C'est le jardinier, ils sont complices. Le jardinier est dans le mur. Ses cris résonnaient dans le cabinet feutré, incohérents, délirants. Il accusait sa femme. Il parlait de complot d'hommes dans les murs de poulets sanglants. Pour les policiers, pour le notaire, et même pour le docteur Lefebvre terrifié, il n'y avait plus aucun doute. L'homme qui hurlait n'était pas une victime. C'était un fou furieux en pleine crise paranoïaque. J'ai croisé le regard d'Antoine une dernière fois, alors qu'il lui passait les menottes. J'ai juste cligné des yeux, très lentement. La chute de la maison Delorme n'a pas fait le bruit d'une explosion, mais celui d'une lourde porte de prison qui se referme. Après la scène terrible dans le cabinet médical, tout s'est enchaîné avec une logique implacable, celle de la justice, quand elle a enfin les yeux ouverts. Le docteur Lefebvre, cet homme qui avait juré de protéger la vie, n'a pas résisté longtemps face aux preuves de Maître Dubois. Il est sorti de son propre cabinet, les menottes au poignet, le visage caché par son veston, sa carrière et sa réputation réduites en cendres. Il a tout avoué, le pot de vin, le faux dossier médical, la complicité. Quant à Antoine, mon mari, le destin a eu une ironie cruelle. Il a été inculpé pour tentative de séquestration, abus de faiblesse et usage de stupéfiants. Mais la prison ne sera pas son seul calvaire.
Je sais et il sait que ses créanciers, ces gens de l'ombre à qui il devait une fortune, sauront le trouver même derrière les barreaux. Il voulait m'enfermer pour payer ses dettes. Il s'est enfermé lui-même avec elle. Quelques semaines plus tard, dans le silence feutré de l'étude de Maître Dubois, j'ai signé les papiers du divorce. Ma main n'a pas tremblé. Pas une seule fois. J'ai récupéré la totalité de mes biens, la maison, les terres et ma liberté. J'ai effacé 40 ans de soumission d'un trait de plume à l'encre noire. L'hiver a fini par lâcher prise. La neige a fondu, la boue a séché. Et la terre, cette terre qui ne ment jamais, s'est réveillée. 6 mois ont passé. C'est maintenant le printemps. Un printemps glorieux vibrant, où la lumière semble vouloir rattraper le temps perdu. Je suis sur la terrasse assise, à la petite table en fer forgé. Devant moi, il y a 2 tasses de thé fumant et une assiette de biscuits au beurre. Pierre est assis en face de moi. Il a troqué sa vieille salopette pleine de terre contre une chemise propre, mais ses mains restent celles d'un travailleur rugueuses et honnête. Il n'est plus seulement mon jardinier. Il est le gardien de ma vie. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre nous, pas de romance ridicule comme dans les romans de gare. C'est quelque chose de plus fort, de plus rare. C'est le respect profond de 2 soldats qui ont survécu à la même guerre, dans la même tranchée. Nous regardons le jardin. Il est magnifique. Les rosiers que je taillais ce fameux matin de novembre ont éclaté en bourgeons charnus d'un rouge velouté. La glycine cascade le long de la pergola embaumant l'air d'un parfum sucré. Tout est ordre et beauté. Pierre a posé sa tasse doucement sur la soucoupe. Il a plissé les yeux face au soleil me regardant avec cette bienveillance bourrue qui le caractérise. « Vous ne le regrettez pas, Madame Élise ?» demanda-t-il soudain sa voix grave, brisant le chant des oiseaux. « Parfois le soir, vous ne vous sentez pas seul. » J'ai pris mon temps pour répondre. J'ai saisi mon sécateur qui était posé sur la table, un réflexe, et je me suis penchée vers le rosier grimpant qui courait sur la balustrade. J'ai repéré une tête fanée, une fleur morte qui gâchait l'harmonie de l'ensemble. D'un coup sec, j'ai coupé la fleur morte. Elle est tombée sur les dalles de pierre. « Regardez ce jardin, Pierre !» répondis-je en désignant l'horizon vert des vignes qui s'étendaient à perte de vue, saines et robustes. Il n'a jamais été aussi beau. Je me suis redressée, inspirant l'air pur à plein poumon. Un jardin n'est vraiment beau que lorsqu'on a le courage d'arracher ce qui est pourri, ajoutai-je avec un sourire serein. On ne sauve pas l'arbre en gardant la branche malade. On coupe et on laisse la lumière revenir. Pierre a souri hochant la tête. Il a repris un biscuit. Nous sommes restés là 2 survivants tranquilles, contemplant notre royaume sauvé, tandis que le soleil inondait la vigne, promettant une vendange exceptionnelle. Et vous, si vous aviez été à ma place ce matin-là dans l'allée froide, avec ce papier froissé dans la main, auriez-vous couru pour fuir? Ou seriez-vous resté pour vous battre? Dites-le moi dans les commentaires.